est un homme déchiré. Son esprit critique, si affûté lorsqu'il s'agit d'analyser un accord d'entreprise, est complètement anesthésié par son désir désespéré de croire à cette fable. Il gobe l'histoire, hameçon, ligne et flotteur. « Excuse-moi, murmure-t-il à sa femme, j'ai cru que j'étais la dernière salope. Enfin, que tu étais. » 7. Cette intrigue explore les frontières poreuses entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 10. Alors que les politiques d'entreprise préconisent la transparence pour gérer les relations au bureau 10, nos protagonistes choisissent la voie de la dissimulation la plus totale. Cet épisode révèle une facette surprenante de leur dynamique. Leur incapacité à collaborer sur des tâches professionnelles est inversement proportionnelle à leur génie collectif lorsqu'il s'agit de monter des stratagèmes pour sauver leur peau. Face à une menace commune, cette bande d'incompétents se transforme en une équipe de scénaristes redoutablement efficace, prouvant que le ciment le plus solide n'est pas la confiance, mais la culpabilité partagée. Chapitre 8. La grève pour la caméra ayant, croit-il, résolu sa crise conjugale, Hervé se replonge avec une ferveur renouvelée dans son rôle de syndicaliste. Une nouvelle cause juste s'offre à lui. Une antenne relais a été installée sur le toit de l'immeuble. Jeanne, qui a lu un article alarmant dans un magazine de seconde zone, est persuadée qu'ils sont tous en train de cuire comme dans un four à micro-ondes. 7. C'est le prétexte parfait. Hervé organise une grève. Cependant, son objectif n'est pas tant la sécurité des travailleurs que la production d'un court-métrage poignant pour la prochaine conférence régionale de son syndicat. La grève est une mise en scène minutieusement orchestrée. Hervé, muni d'une caméra, dirige ses camarades comme un réalisateur tyrannique. « Non, Jeanne, tu ne peux pas travailler sur les dossiers d'hier, crie-t-il. On est en lutte! » Reprend la pancarte et ait l'air plus révolté. Cet litre événement est une parodie des clichés de la contestation sociale. Les slogans sont scandés sans conviction, les pauses sont étudiées pour l'objectif. Le point d'orgue est l'annonce de l'arrivée des CRS. Loin de provoquer la peur, la nouvelle est accueillie par Hervé avec une joie non dissimulée. « Les CRS chargent !» s'exclame-t-il, les yeux brillants. C'est génial pour l'image. « André, filme ça, filme tout. Ne regarde pas la caméra, sois naturel. » 7. Il pousse ses collègues vers la sortie, leur ordonnant de résister face aux forces de l'ordre, non pas par conviction, mais pour obtenir le plan parfait. Cette scène est une satire acerbe de la performativité militante. Hervé détourne les outils et le langage de la lutte syndicale 3 pour servir son propre ego. La grève n'est plus un moyen de négociation collective 13, mais un décor pour son film personnel. Le conflit social est vidé de sa substance pour devenir un pur spectacle, une coquille vide où l'image de la lutte est plus importante que la lutte elle-même. Pour Hervé, le syndicalisme n'est pas une cause, c'est une scène, et il est bien décidé à y jouer le premier rôle. Chapitre 9. La chaîne de l'humiliation 1, nouveau fléau, s'abat sur l'entreprise, plus insidieux qu'un chien enragé et plus anxiogène qu'une antenne relais, une lettre, pas n'importe quelle lettre, mais une chaîne de l'humiliation. Le concept est diabolique. Le destinataire doit accomplir une série de tâches grotesques et humiliantes, puis envoyer la lettre à 7 autres personnes sous peine d'attirer sur lui un malheur indicible. La première victime est Jeanne. Sa nature anxieuse et sa crédulité en font la proie idéale. Terrorisée à l'idée de briser la chaîne, elle se plie à ses exigences avec une application terrifiante. Ses collègues la découvrent d'abord debout sur le bureau de Jean-Guy, la jupe relevée, chantant Chihuahua à plein poumon. Plus tard, à la cantine, ils la voient manger son cassoulet sans les mains, le visage plongé directement dans l'assiette. Seth Philippe, la voyant sombrer dans cette folie, tente une intervention. Il essaie de la raisonner, lui expliquant que ce ne sont que des conneries. Seth peine perdue. Jeanne est convaincue que sa vie en dépend. Dans un geste désespéré, Philippe l'enferme dans le local à fourniture pour l'empêcher de commettre d'autres atrocités. Mais même à travers la porte, elle continue de négocier. « D'accord, Philippe, je le fais !» crie-t-elle. « Tirez la chasse d'eau avec le front. C'est fait !»« Ouvre-moi !» point Seth libéré, elle se lance dans sa dernière mission, parcourant les couloirs en criant « Je suis un objet sexuel! Je suis un objet sexuel !» 7. Cette chaîne de lettres est une métaphore parfaite de la bureaucratie d'entreprise dans ce qu'elle a de plus absurde. C'est un ensemble de règles arbitraires, sans aucune logique, assorties de conséquences disproportionnées en cas de non-respect. Les employés, comme Jeanne, s'y conforment souvent non par conviction, mais par peur. La peur de la réprimande, du jugement, de mal faire.
Le comportement de Jeanne, bien qu'extrême, n'est que le reflet exagéré de celui de tout employé qui a un jour suivi une procédure stupide, simplement parce que c'est la procédure. La chaîne de l'humiliation révèle la superstition et la peur primitive qui se cachent souvent sous le vernis du professionnalisme. Le chapitre se termine sur une note inquiétante. Jeanne, soulagée, vient de glisser 7 nouvelles enveloppes dans le bac du courrier interne. Le fléau continue. Partie 4. Jeudi. Conséquences et confrontations chapitre 10. Le pote au Rose Numericla Technologies, que Jean-Claude considérait comme son allié pour gravir les échelons, se retourne contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Dans un accès de zèle mal placé pour nettoyer son ordinateur, il a accidentellement libéré un virus informatique d'une rare virulence. La conséquence immédiate est le crash total du réseau de l'entreprise. Mais le pire est à venir. Le virus, dans son agonie numérique, a décidé d'envoyer un dernier email depuis la boîte de Jean-Claude à l'ensemble du personnel. En pièce jointe, la fameuse photo retouchée, le montrant dans une proximité gênante avec le président Jean-Guy, la panique est instantanée. Pour aggraver les choses, Jean-Claude se souvient avec horreur qu'il a laissé le CD original, marqué d'un X, sur son bureau, à côté du CD du diaporama officiel du dernier salon. Jean-Guy est passé dans mon bureau quand je n'étais pas là, à l'ETI Lavance. Il cherchait le diaporama. Et il a pris le bon CD? Demande Vince plein d'espoir. Dans le doute, il a pris les 2,7 secondes en gage, alors une course-poursuite effrénée et grotesque à travers les bureaux. Jean-Claude et Vince, tels des personnages de dessins animés, tentent d'intercepter Jean-Guy avant qu'il ne visionne le contenu du disque maudit. Leurs tentatives maladroites ne font qu'attirer l'attention et renforcer les soupçons. Ils se cachent derrière des plantes vertes, créent des diversions absurdes et finissent par se retrouver coincés dans l'ascenseur avec le président lui-même, le CD à la main. Cet épisode est une comédie de l'erreur technologique, illustrant la fragilité des systèmes sur lesquels repose l'entreprise moderne et la rapidité avec laquelle une simple erreur peut se transformer en catastrophe à grande échelle. La peur de la hiérarchie 5, incarnée par la figure de Jean-Guy, est le moteur de leur panique. La réprimande managériale est une menace si terrifiante qu'elle les pousse à des actions encore plus compromettantes. 9 litres ironie et cruelle. L'outil qui devait fabriquer une image de succès est devenu l'instrument de leur humiliation publique, prouvant une fois de plus que leurs ambitions dépassent systématiquement leurs compétences, les menant inexorablement à l'auto-sabotage. Chapitre 11. L'amour interdit et le chantage. Le drame suivant est d'ordre familial, mais se joue, comme il se doit, sur la scène du bureau. Sarah, la fille adolescente d'Harvey, rend visite à son père. Rapidement, il devient évident qu'une idylle est née entre elle et Vince. Pour Harvey, c'est un affront personnel intolérable. Sa réaction est un mélange surréaliste de fureur paternelle et de formalisme syndical. Il convoque Vince dans son bureau, non pas pour une discussion d'homme à homme, mais pour ce qui ressemble à une procédure disciplinaire. Il est incapable de séparer ses identités. Il n'est pas seulement un père en colère, il est un délégué du personnel confronté à une relation amoureuse au travail, une situation complexe encadrée par des règles et des perceptions de conflits d'intérêts. Dix, c'est une gamine, elle a à peine 17 ans. Tontail, comme si c'était un article de la convention collective. Ici, je te signale, il y a des règles. Point subtil brandit la menace de recours, de procédure, comme si la relation de sa fille était une infraction au code du travail. Il est complètement désemparé, incapable d'agir en tant que père, et se réfugie donc dans le seul rôle où il se sent puissant, celui du syndicaliste. Il applique la logique bureaucratique à une situation purement émotionnelle, ce qui rend la scène à la fois pathétique et hilarante. La confrontation atteint son paroxysme lorsque Sarah, exaspérée par l'attitude de son père, décide de jouer sa dernière carte. Avec un calme olympien, elle lance « De toute façon, on se revoit dans 9 mois et on fait le point, OK? » Point s'appelait sous-entendu est clair. Hervé reste bouche bée, complètement anéanti. L'arme de la procédure s'est retournée contre lui. Il est vaincu, non par un argument juridique, mais par une manœuvre de chantage affectif d'une efficacité redoutable. Sa tentative de transformer un drame familial en conflit de travail a échoué, le laissant seul face à une réalité qu'il ne peut ni contrôler ni comprendre. Chapitre 12. L'empire du sandwich se fonde au loin des intrigues amoureuses et numériques. Un autre projet de Jean-Claude vit ses dernières heures. Sa sandwicherie ambulante. Installée dans un camping-car d'occasion, l'entreprise est le pur produit de la philosophie de son créateur, une façade clinquante dissimulant une incompétence crasse.
Le seul employé, Sylvain, est au bord de l'épuisement enchaînant les journées de 18 heures